Jérôme Gosselin de l'Université de Bretagne occidentale qui va nous parler de reconstruction holocène du niveau marin relatif et modèle de réajustement isostatique. Voilà. Vous m'entendez bien, comme ça, bon, bonjour à tous. Alors, je vais prendre la suite de mes collègues qui ont présenté avec brio ce matin les moyens et les efforts de recherche qui ont été déployés au cours des dernières dizaines d'années pour l'observation et la compréhension de l'évolution du niveau marin, on peut dire récent ou actuel. Et dans sa conclusion, Benoît a parlé de la nécessité d'avoir recours à des échelles de temps qu'il a considérées plus longues, en faisant appel à des échelles de temps séculaires. Et moi, je vais aller un peu plus loin, puisque pour moi, les échelles de temps longues, c'est plutôt millénaires, voire des dizaines de milliers d'années. Et donc, je vais tenter dans cet exposé de démontrer pourquoi il est toujours essentiel aujourd'hui d'avoir recours à des reconstructions géologiques du niveau marin relatif, et en quoi ces reconstructions sont intimement liées et viennent compléter les reconstructions, qu'on peut le dire, récentes ou actuelles du niveau marin via les marégraphes ou l'altimétrie satellitaire. Alors pour cela, je vais m'appuyer sur une étude, une application à l'Europe de l'Ouest, d'une étude que l'on a fait récemment. Donc je souhaite remercier mes contributeurs qui sont cités ici, même s'ils ne sont pas dans la salle, pour avoir participé à cette étude, et ainsi que Laurent et Guy pour leur invitation. Alors, dans une première partie de mon exposé, je vais commencer par reprendre quelques concepts généraux et de base, même s'ils ont déjà été abordés par un certain nombre d'orateurs précédemment. Et ensuite, je vais m'appuyer sur l'exemple de l'Europe de l'Ouest pour essayer d'expliquer, de montrer différents mécanismes et méthodes d'investigation. Alors, très rapidement, puisqu'on est déjà passé dessus tout à l'heure, ce qu'on appelle le niveau marin peut avoir donc deux définitions. Le niveau marin qu'on peut appeler absolu, donc qui est lié à un référentiel au centre de la Terre, et le niveau marin relatif, qui est en fait la somme des variations du niveau marin moyen et des mouvements verticaux de la surface terrestre. Voilà, donc c'est principalement des niveaux marins relatifs dont je vais parler, moi, aujourd'hui. Alors, le niveau marin relatif, enfin, les mouvements verticaux de la surface terrestre font que les moyens d'observation du niveau de la mer, tels les marégraphes, contiennent en fait un signal de mouvement vertical qui convient de filtrer, de comprendre, de mesurer et de filtrer, si on veut avoir accès à d'autres signaux, déconvoluer d'autres signaux, et avoir accès par exemple à des signaux de type climatique qui sont contenus dans le même signal. Donc par exemple, ici, dans la figure du bas, je ne sais pas où est mon pointeur, voilà. Dans la figure du bas, on a le marégraphe ici situé. On considère que cette région connaît une subsidence S de ce type. Et on va observer une hausse du niveau marin au niveau du marégraphe, bien que le niveau marin en lui-même ne connaisse pas de hausse, uniquement lié à la subsidence. C'est un exemple. Donc il faut que l'on soit en mesure de mesurer cette subsidence, ce mouvement vertical, afin de pouvoir avoir accès à l'information d'évolution du niveau marin qui est contenue dans le signal du marégraphe. N'hésitez pas à m'interpeller si je ne suis pas clair. Donc, afin de mesurer cette composante verticale des mouvements verticaux de la surface terrestre qui est contenue dans le signal des marégraphes, on a jusqu'à aujourd'hui deux grands types deux groupes de méthodes. La géodésie spatiale et la modélisation géophysique, des modèles qu'on appelle de réajustement glacio-isostatique. On va y revenir un peu après. Alors, pour ce qui est de la géodésie spatiale, le but est d'avoir, via des capteurs GPS, de mesurer en temps quasi réel le mouvement vertical
au droit du marégraphe dont on enregistre et dont on étudie le signal, afin d'être en mesure de soustraire cette composante verticale et donc d'avoir accès aux signaux du niveau marin, aux signaux climatiques. Par exemple, ici, on a un marégraphe, c'est un exemple complètement artificiel, hein, mais on a un marégraphe qui va mesurer une hausse de 2,5 mm par an du niveau marin. On réussit à obtenir, via le GPS, que en fait, l'endroit où est placé le marégraphe connaît une subsidence, donc une baisse, que la surface terrestre s'enfonce à hauteur de 1,25 mm par an. Donc on va avoir une évolution du niveau marin relatif, donc le niveau marin qui va être ressenti à la côte, de 1,25 mm par an. Alors, les avantages de cette méthode, c'est qu'on arrive à avoir des précisions très, très importantes, aujourd'hui inférieures au millimètre, je crois que c'est 0,3 mm, la précision à peu près d'une solution GPS. Et pour autant, on a le principal inconvénient, est que les séries GPS sont courtes et récentes, puisque les séries les plus longues remontent à 1993, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est de l'ordre de la vingtaine d'années. Alors, travailler avec les GPS pose le problème suivant, c'est qu'on peut avoir un problème d'extrapolation d'une série de 20 ans sur du long terme. Qu'est-ce que représente cette série de 20 ans par rapport aux dynamiques à plus long terme, au temps temporel, et de quelle façon est-ce qu'on peut extraire des séries GPS la compréhension et les différences spatiales des mouvements verticaux, et donc du niveau marin. Alors maintenant, on va s'intéresser à une deuxième méthode qui a été utilisée avant celle des GPS, puisqu'elle est en vigueur depuis, très utilisée depuis la moitié des années 70 environ. Du moins, elle a été conceptualisée durant ces années-là. C'est la méthode, la modélisation géophysique, dit des modèles de réajustement isostatique, GIA models en anglais. Donc ce sont des modèles géophysiques qui simulent les interdépendances entre la fonte des glaces, donc la chronologie et l'architecture d'une calotte glaciaire qui va livrer un certain volume d'eau aux océans. Donc, et ainsi, on va obtenir une simulation de la remontée du volume des eaux océaniques en fonction du temps. Et d'un modèle qu'on va appeler modèle de terre ou modèle rhéologique qui, en fait, simule la configuration interne de la Terre qui va déterminer, en fait, les réajustements isostatiques. Donc, ce qu'on appelle l'isostasie, c'est les réajustements de la surface de la Terre en fonction de l'ajout ou du retrait d'une masse à sa surface. C'est-à-dire que quand on rajoute un poids, la surface de la Terre s'enfonce. Quand on l'enlève, au contraire, celle-ci se soulève. Et ces modèles vont nous permettre, pour une localisation géographique donnée, d'obtenir une prédiction de quelle devrait être l'évolution du niveau marin en cet endroit en fonction du temps. Donc, il faut savoir que ces modèles sont éminemment itératifs, c'est-à-dire que depuis les années 70, on s'attache à améliorer ces modèles et à les développer en les confrontant à des données de terrain qui sont indispensables pour le développement des modèles. C'est-à-dire que pour chaque localisation, on va avoir des reconstructions géologiques, on va confronter les prédictions des modèles. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va revenir au point de départ et essayer différentes configurations. Peut-être qu'il y avait plus de glace, moins de glace. Peut-être que l'intérieur de la Terre n'a pas les paramètres que lui on avait rentrés la première fois. Donc dans les modèles rhéologiques, j'insiste un peu, c'est un peu technique, mais ça peut avoir son importance pour la suite de l'exposé, on considère que la viscosité à l'intérieur du manteau de la Terre varie de façon radiale, c'est-à-dire que jusqu'à il y a 5-6 ans, on considérait dans les modèles qu'on avait des changements de viscosité qu'à partir de l'intérieur de la Terre vers l'extérieur, et non pas de façon latérale. Alors, pour illustrer et rentrer un peu plus dans les détails, je vais m'intéresser à ce qu'on a appelé, ce qui a été appelé dans la littérature aussi, notamment par Guy et ses collègues, l'énigme Brest-Newlyn. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à vraiment la pointe de l'Europe de l'Ouest, entre la pointe bretonne, la façade atlantique et le sud-ouest de l'Angleterre.
qui étaient deux régions qui n'ont jamais été englacées au cours du dernier maximum glaciaire, qui étaient situées en périphérie de la marge occidentale du complexe glaciaire scandinave et anglais, enfin, et donc qui étaient ce qu'on appelle en position de bourrelet, c'est-à-dire qu'ils ont connu, suite à la disparition de la masse glaciaire, une subsidence liée au dégonflement du bourrelet périphérique de la masse glaciaire. Bourrelet, c'est comme quand on appuie sur un ballon, de chaque côté de notre main, on va avoir un petit bourrelet qui va se créer de façon très schématique. Donc ces deux régions sont très proches en termes de distance, 200 km, et on considère qu'elles ont connu une évolution du niveau marin relatif qui pourrait avoir été un peu différente, liée à la distance, à cette petite différence de distance par rapport au centre de glaciation, de l'ordre de 2 mètres maximum, d'après les premiers modèles qui avaient été utilisés pour cette région. Donc, l'énigme est la suivante, c'est que les solutions GPS, c'est d'après un papier de Santa Maria Gomez et collègues en 2011, les solutions GPS, donc ULR4 de l'Université de La Rochelle, observaient que le marégraphe de Newlyn et le marégraphe de Brest connaissaient une subsidence équivalente. Or, les données marégraphiques nous montraient que l'on avait des évolutions du niveau marin entre ces deux stations bien différentes, avec, bien différentes, un peu différentes, avec Brest qui avait une évolution du niveau marin de 1,4 mm par an et Newlyn qui avait une hausse du niveau, qui connaissait une hausse du niveau marin de environ 1,7 mm par an. Donc, marge d'erreur comprise. Donc, si on tenait compte que ces deux régions connaissaient une subsidence quasiment équivalente, dès lors, comment était-il possible d'expliquer que ces deux régions connaissent des évolutions du niveau marin différentes? Bon, ça c'était au début de la préparation de mon exposé. En fait, il se trouve que très récemment, il y a une autre solution de GPS qui montre qu'en fait, le sud de l'Angleterre, Newlyn, serait susceptible de s'enfoncer à une vitesse de 0,21 plus ou moins 0,13 mm par an, et Brest serait susceptible d'être quasiment stable, c'est-à-dire de ne plus connaître de subsidence, ou alors une subsidence de moins 0,02 plus ou moins 11 mm par an. Donc là, si on tient compte des marges d'erreur, c'est pareil, on n'est pas tout à fait en mesure de dire si ces deux régions ont vraiment une subsidence différente ou si elles connaissent la même subsidence. Donc, à partir de cet exemple sur l'évolution du niveau marin récente, à partir des données de marégraphe, je vais essayer de remonter un peu dans le temps et de voir est-ce que l'on a des indices géologiques qui pourraient nous montrer que ces deux régions aient pu connaître des évolutions du niveau marin différentes et puissent toujours le connaître aujourd'hui. Hors influence climatique, je l'entends. Donc pour cela, on a travaillé récemment sur la pointe bretonne et on a travaillé à reconstruire une évolution du niveau marin relatif à partir de données géologiques. Ce qu'on appelle des données géologiques, c'est en fait des données de marées maritimes des derniers millénaires. Donc je crois que c'est Benoît qui en a parlé tout à l'heure. Donc des marées maritimes qui ont enregistré une évolution de leur environnement, de la tourbière jusqu'au marais, on est passé dans un lagon, enfin voilà. Et donc à partir de ces données de carottage qu'on a fait dans les marées maritimes, on a été en mesure, via l'utilisation de la microfaune, donc des différents assemblages de petites bêtes qu'on peut trouver dans les vasières, ou d'indicateurs de géochimie, de démontrer et d'obtenir des informations sur l'évolution du niveau marin au cours des derniers millénaires. Donc je ne rentre pas plus dans les détails, c'est juste pour vous montrer un exemple de type de données qu'on pouvait obtenir avec une carotte ici, des dates au carbone 14, et on obtient ce type de résultat. J'oubliais, il y a un point important, c'est que c'est ce qu'on appelle les points dits de base, qui ne peuvent pas avoir connu, qui sont situés à la base de la séquence stratigraphique, et qui ne peuvent pas s'être enfoncés avec le temps, quand on leur a ajouté des sédiments au-dessus. Ça, c'est un point assez important.
C'est un peu technique, mais c'est un point assez important. C'est-à-dire qu'ils sont situés tout en bas, sur une surface incompressible de type bedrock, sur du caillou, mettons, et que quand on leur ajoute du sédiment au-dessus, ils ne peuvent plus s'enfoncer avec le temps. Alors que des points situés au milieu de la colonne sédimentaire, comme celui-ci, étaient peut-être situés, au moment de leur dépôt, 2 mètres au-dessus. Et quand on a ajouté des sédiments au-dessus, ils se sont enfoncés. Donc ils sont susceptibles de nous livrer une information un peu erronée de l'évolution du niveau marin par la suite. Donc on obtient la courbe suivante. Donc voilà pourquoi j'insistais sur les points de base. C'est que les points de base qui sont les plus fiables sont les points cerclés en gras ici. Et donc ce que l'on observe, c'est que d'une manière générale, on a une remontée que l'on pense avoir été continue au cours des derniers 8 millénaires en Bretagne occidentale, avec des inflexions du rythme de remontée autour de 6000 ans avant aujourd'hui et autour de 5000 ans, et une évolution qui est bien moins bien contrainte, comme vous pouvez l'observer, pour les derniers millénaires, due à l'absence notamment de ces points de base et à la difficulté que l'on a eue à les retrouver dans nos stratigraphies. Donc le plus important, c'est cet amortissement du rythme de remontée entre, disons, 8000 et 5000 ans avant notre ère, et une remontée que l'on imagine continue suite à la cessation d'ajout d'eau aux océans globaux, après 4000 ou 2000 ans BP, selon les simulations et selon les données. Alors maintenant, on compare ces données que l'on a obtenues en Bretagne aux données d'évolution du niveau marin relatif au cours des derniers millénaires environnantes. Et on constate qu'aussi bien au niveau de la Seine, dans le sud de l'Angleterre, niveau central, mais en Belgique, et dans le sud-est de l'Angleterre, on a des courbes du niveau marin relatif qui présentent une évolution comparable pour ce qui est des rythmes de remontée, et l'évolution des rythmes de remontée. On voit des inflexions qui présentent des chronologies comparables. Ce qui est un peu choquant quand on observe cette reconstitution, c'est le sud-ouest de l'Angleterre, qui se situe bien en dessous de l'ensemble des autres régions. À 6000 ans avant notre ère, on observe une évolution d'un niveau marin relatif qui est situé jusqu'à 4 mètres, voire un peu plus, en dessous de celle de la Bretagne. 4 mètres, c'est énorme, pour des régions qui sont situées à 200 km l'une de l'autre. Donc ça pose la question de qu'est-ce qui peut avoir expliqué une subsidence, une différence de subsidence aussi importante entre le sud-ouest de l'Angleterre et la Bretagne. Donc, pour essayer d'obtenir des informations sur cette différence de subsidence et donc de comportement, pour appeler de géologique, de comportement vertical, on a maintenant comparé nos données géologiques avec les modèles donc, de réajustement isostatique que je vous ai présenté tout à l'heure. On a comparé nos données avec 4 modèles. Donc ces modèles, ils sont très différents les uns des autres. Hein. Ils considèrent des épaisseurs de la lithosphère différentes, 90 km, 60 km, 71 km. Ils considèrent des viscosités à l'intérieur du manteau, donc qui vont déterminer comment la Terre a réagi quand on a enlevé de la masse à sa surface, à quelle vitesse cela s'est fait. Donc des viscosités très différentes, et ils produisent, pour le dernier millénaire, des solutions, et des subsidences, des vitesses de subsidence très différentes. On voit 0,28 mm par an pour le modèle Ice 5G, aussi connu sous le modèle de Pelletier, 0,5 mm par an, mais là je crois qu'il y a une erreur, avec le modèle Glace 1B, qui est le modèle dit de Tarasov, et moins 0,72 mm et moins 0,54 mm par an pour les modèles régionaux sur lesquels je vais insister un peu par la suite. Alors, pourquoi c'est différent? Ça, c'est des modèles. Les deux premiers sont des modèles globaux qui ont été validés avec des données du niveau marin de l'ensemble de la planète. Et les deux autres modèles sont les modèles régionaux qui ont été en fait validés et réglés le mieux possible pour produire les meilleures solutions pour les îles anglaises. Donc susceptibles de me donner les résultats les plus probants pour nous qui sommes juste à côté des îles anglaises. Or, ce que l'on constate, c'est que ces deux modèles régionaux sont ceux qui produisent les solutions les moins adéquates et les plus éloignées de nos données. Donc là, il y a un schisme. Donc, très rapidement, je ne sais pas trop combien de temps j'utilise. Les modèles, il me reste 3 minutes. Bon.
Donc les modèles régionaux, je vais passer très rapidement, vous voyez, ça c'est des points, des reconstructions géologiques, ce sont des régions pour lesquelles il existe des reconstructions géologiques autour des îles anglaises, et les modèles régionaux ont cherché à régler au maximum les paramètres de l'intérieur de la Terre et l'histoire de la glaciologique pour ces régions-là, de manière à ce que les prédictions des modèles soient les plus adaptées aux données du niveau marin qui avaient été produites dans ces régions. Donc du coup, je voulais rentrer un peu dans les détails, mais je vais sauter. C'est des modèles qui ont réussi qui sont un peu différents au niveau des paramètres géologiques qu'ils utilisent, et surtout au niveau de l'histoire glaciologique, d'architecture et de la fonte des calottes britanniques et scandinaves. Donc, quelles sont les raisons? Maintenant, on a essayé d'imaginer quelles pouvaient être les raisons et de comprendre quelles pouvaient être les raisons des différences entre ces modèles de réajustement isostatique et nos données géologiques. Alors, dans un premier temps, on s'est dit, bon, quelle différence ça fait si on ajoute plus de glace au dernier maximum glaciaire ou si on en enlève sur les îles britanniques, qui sont les plus proches de nous? En fait, c'est déjà ce qui existe entre les deux modèles régionaux, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de mètres de glace de différence entre le modèle Brad 15 et le modèle Cuchard, je vous passe les détails. Or, on se rend compte que ces deux modèles ont des prédictions qui sont assez proches l'une de l'autre. Donc, ce n'est probablement pas une différence majeure d'épaisseur de glace au-dessus des îles britanniques qui est susceptible d'expliquer cet écart entre les modèles et nos données. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans ce signal, dans nos prédictions produites par les modèles, quelle est la part de la calotte britannique, quelle est la part des calottes plus éloignées telles que celles qui couvraient le Canada, et quelle est la part de la calotte scandinave? Donc, ce que l'on observe, c'est que dans le signal total, en fait, une majeure partie du signal d'isostasie et de niveau marin dans notre région d'études, dans l'ouest de l'Europe, est en fait issue directement de l'influence de la calotte scandinave. C'est-à-dire que ça va être sûrement l'épaisseur de glace et la chronologie de fonte de la calotte scandinave qui a géré l'histoire de la subsidence de nos régions. Donc, il est probable que l'on ne soit pas encore aujourd'hui sûr de cette histoire de la calotte scandinave et qu'il faille donc encore travailler à reconstruire au mieux l'histoire de la calotte scandinave et l'histoire de sa déglaciation au dernier maximum glaciaire. Et maintenant, je vais accélérer. Quelle est l'influence des paramètres rhéologiques? Donc, quelle est l'influence de la viscosité et de l'épaisseur de la lithosphère à l'intérieur de la Terre? Quelle peut être son influence? Donc on a testé différentes combinaisons de paramètres. On voit que certaines combinaisons de paramètres peuvent occasionner des grands changements au niveau des prédictions des modèles. Et maintenant, pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, en faisant appel à d'autres techniques d'observation, la tomographie sismique, qui permet d'observer les zones un peu plus profondes à l'intérieur de la Terre, on voit que, même si l'échelle est un peu large, que l'on est susceptible d'avoir des variations importantes de la vitesse des ondes sismiques à l'intérieur du manteau de la Terre, qui pourraient, en fait, être liées à des variations de viscosité importantes. Donc là, les spécialistes diraient aussi que ça peut être lié à des changements de propriétés chimiques à l'intérieur de la Terre, mais l'une ou l'autre solution est valable. Donc, potentiellement, on est susceptible d'avoir, à cette échelle, des variations de viscosité importantes entre l'océan Celtique et la mer d'Irlande et la Bretagne, qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce que ces deux régions ont connu des histoires de subsidence différentes. Et donc, voilà, pour être encore un peu plus technique avec l'histoire géologique, ces variations et ce découplement entre les deux régions pourraient aussi faire appel à des structures héritées des périodes géologiques bien plus anciennes, notamment la structure réique, qui est une ancienne structure liée à la fermeture d'un océan il y a plusieurs centaines de millions d'années. Donc, pour cela, il faudrait être en mesure d'explorer, de considérer que la viscosité à l'intérieur de la Terre n'est pas quelque chose de radial et de cohérent à l'ensemble du globe,
mais connaît des grands changements régionaux. Et donc, il faudrait passer à l'utilisation de modèles qu'on appelle 3D, qui explorent les variations latérales de la viscosité du manteau, afin d'être en mesure de comprendre mieux l'histoire de la subsidence dans les différentes régions, même proches, et de pouvoir être en mesure de comprendre où on en est de ces histoires de subsidence ou de soulèvement, hein, donc ces histoires de mouvements verticaux du manteau, pour pouvoir aller un peu en avant de quelles pourraient être les évolutions futures et quelles sont les dynamiques qui expliquent aussi les évolutions actuelles du niveau marin dans ces régions. Alors, pour conclure, et j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps, obtenir un maximum de données sur les niveaux marins passés au niveau des derniers millénaires, hein, je parle que de ce que je connais, mais je pense que les géologues aimeraient bien qu'on dise aussi au niveau des dernières centaines de milliers d'années, voire de millions d'années, c'est accroître notre capacité de prédiction des niveaux marins futurs et aussi améliorer notre compréhension des dynamiques de la Terre interne et superficielle qui gèrent au moins en partie, hein, à côté des influences climatiques et des dynamiques d'expansion du volume des océans, l'évolution du niveau marin. Continuer à produire des données sur l'évolution du niveau marin passé, c'est aussi parfaire les modèles glaciologiques et comprendre comment ils ont évolué dans le passé, ce qui peut avoir des grandes répercussions sur la façon dont on observe la façon de leur évolution actuelle, et calibrer les observations de gravimétrie spatiale, hein, les observations de Grace dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, observer les niveaux marins passés, c'est aussi parfaire notre connaissance des réactions passées des systèmes sédimentaires, et donc face aux variations du niveau marin, comment est-ce que les différentes côtes et les différents systèmes sédimentaires ont réagi dans le passé, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques millénaires, à une hausse assez soudaine du niveau marin, et à différents rythmes de niveau marin, pour être en mesure de prédire comment potentiellement il pourrait réagir dans le futur. Voilà, je vous remercie.